Amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va évoquer un peu la première ligue parce que c'est un championnat qui a été très critiqué je trouve relativement cette saison par les différents observateurs. C'est vrai que Liverpool a rapidement plié la course au titre, Arsenal comme à son habitude a eu une incapacité à aller titiller le leader, ça avait été le cas sur les précédentes saisons dans la course avec Manchester City, ça a encore été le cas cette saison où Liverpool a rapidement pris le dessus. On a également eu une équipe de Manchester City qui a connu une crise assez historique, qui n'avait jamais été vue sous l'ère de Pep Guardiola, avec des cadres assez défaillants et vieillissants. Donc c'est avec l'exercice 2024-2025, si on enlève un peu la course à l'Europe qu'il y a eu sur la fin de saison entre Nottingham, Chelsea, toutes ces équipes-là, il y avait même Arsenal dans cette course-là, bah forcément ça rendait la saison un peu difficile. On a eu une petite course à l'Europe, à la Ligue des Champions, à la Ligue Europa pour décerner les places un peu pour savoir qui allait en Ligue des Champions, en Ligue Europa ou Conference League, mais derrière, que ce soit au niveau du titre, mais même au niveau du maintien, on n'a pas eu de vraies courses, on n'a pas eu de vrais matchs à haute intensité, on n'a pas eu de vrais enjeux sur les dernières journées, tout a été plié assez vite, hein, que ce soit chez les relégables ou les trois relégables ont rapidement été connus, à savoir Ipswich, Southampton et Leicester, qui ont souffert du fait qu'ils ont peut-être un budget un peu moindre que les autres cadors de la première ligue. Il y a aussi ce fossé-là entre les clubs de première ligue et de championship au niveau du budget, qui fait que les trois qui montent de championship jusqu'en première ligue ne s'éternisent que très rarement parce que il y a ce petit fossé aussi. Donc que ce soit dans la course au titre ou dans la course au maintien, on a eu les cartes qui ont rapidement été jouées, les dépipées comme on aime bien dire. Mais sur cet exercice 2025-2026, on peut peut-être s'attendre à une éclaircie et un petit peu de mieux du côté de l'APL avec pas mal de clubs qui commencent à s'activer tout de même. On a notamment Manchester City qui, alors même que le mois de juillet n'est pas encore arrivé, il n'a même pas commencé à poindre ce mois de juillet, eh bien on a déjà une équipe de City qui s'est pas mal renforcée. Alors c'est surtout en vue de la Coupe du Monde des clubs je pense, mais il ne faut pas dire que c'est des transferts qui sont faits dans l'immédiateté. Je pense quand même que c'est des transferts qui sont faits de manière plutôt intelligente et réfléchie. C'est pas juste pour remporter la Coupe du Monde des clubs et sauver une saison qui est quand même très moyenne, où tu t'es même incliné en finale de coupe face à Crystal Palace, donc tu connais pour le moment une saison vierge et la seule perspective pour les Sky Blues c'est de remporter la Coupe du Monde des clubs pour se régénérer et sauver une saison difficile, à l'image du Real Madrid par exemple en Espagne. Et City a enregistré des arrivées de qualité avec pas mal de jeunesse. J'en avais fait une vidéo il y a quelques jours avec Ryan Cherki, Ryan Aït-Nouri ou encore Tijani Reinders. C'est très intéressant là aussi, c'est des transferts qui visent un peu le long terme pour régénérer un peu ce collectif vieillissant comme je l'ai dit, combler certains départs. De Bruyne est déjà parti du côté du Napoli, Bernardo devrait lui emboîter le pas aussi, donc on a pris Ryan Cherki au milieu aussi, hein. Gundogan est vieillissant, Rodri revient tout juste de blessure, on ne sait pas si après sa grave blessure il sera capable de retrouver le niveau qu'avait été le sien en 2022, 2023 ou encore 2024, donc on a pris Tijani Reinders qui s'est imposé comme l'une des valeurs sûres de la Serie A dans une saison du Milan qui a été quand même très compliquée, où ça a été un peu la seule éclaircie. Et puis Ryan Aït-Nouri se profile un peu défenseur gauche, piston très offensif, qui vient un peu combler les lacunes qu'il pouvait y avoir à ce poste, où il y avait pas mal de joueurs à vocation défensive sur ce flanc gauche, comme Gvardiol ou encore Nathan Ake. Donc c'est très intelligent, je trouve, comme recrutement pour City, dans le but de reconquérir la Première Ligue la saison prochaine, parce que cette saison, elle a été difficile. Quatrième place, c'est bien loin des aspirations de Manchester City, donc essayer de repartir de l'avant en vue de la saison prochaine. Ça c'est pour City. On peut aussi parler de Liverpool, parce que Liverpool veut faire le back-to-back. Oui, les hommes d'Arne Slot ont remporté la Première Ligue pour la première fois avec du public depuis plus de 25 ans, mais cette équipe, elle veut faire le back-to-back, elle l'a jamais fait dans son histoire moderne, donc je pense que ça pourrait être très intéressant sous l'égide d'Arne Slot d'avoir ce Liverpool qui veut faire le back-to-back, et on a déjà eu l'arrivée de Jérémy Frimpong pour remplacer directement Alexander Arnold. On a eu chez le board de Liverpool une certaine forme de réactivité dès lors que le départ d'Alexander Arnold du côté du Real Madrid a été scellé. On a pris le latéral droit un peu en vue dans le football européen actuellement, le jeune latéral droit en vue avec Jérémy Frimpong, donc très intéressant. On devrait aussi finaliser Milos Kerkez de l'autre côté, qui a été l'une des révélations de Bournemouth cette saison en PL, même si Bournemouth a connu une petite phase de moins bien sur la fin de saison, mais il y avait pas mal de profils juvéniles dans cette équipe des Cherries, et Milos Kerkez était vraiment l'arrière-gauche à la mode, qui avait été pisté par Nice il y a 2-3 saisons maintenant, et ce défenseur est très intéressant, et il devrait venir jouer la doublure pour Robertson, mais doublure pas pour longtemps je pense, parce que Robertson est plutôt vieillissant aussi, donc je pense que l'Écossais partira dans une ou deux saisons grand maximum, et Kerkez, qui est l'une des tendances en Première Ligue cette saison, va le remplacer, mais surtout, c'est Florian Wirtz
150 millions d'euros pour l'international allemand. On parle quand même d'un transfert qui pourrait faire basculer Liverpool dans une toute autre perspective. En tout cas, si l'international allemand venait à signer, même si ça devrait être rendu officiel dans les prochaines heures et dans les prochains jours peut-être. Mais Florian Wirtz serait une perspective très intéressante là aussi parce qu'on parle quand même d'un crack absolu. Et puis on a l'émergence d'une certaine forme de storytelling avec Wirtz d'un côté, Cherki de l'autre. On a eu le France-Allemagne il y a quelques jours qui a vu les deux joueurs s'opposer par équipe interposée. Donc ça peut être très intéressant là aussi d'avoir le développement de ces deux jeunes joueurs du côté du championnat anglais. Et puis on a aussi d'autres équipes un peu plus mineures, hein, si je dois dire, avec Arsenal et Tottenham, les équipes de Londres. Arsenal qui veut enregistrer les arrivées de Sesko et Zubimendi, une manière de rajeunir son effectif, mais avec Sesko surtout une manière de s'offrir un numéro 9 un peu moins cher qu'Isaac ou encore Gyökeres, parce que aller dénicher et aller chercher Victor Gyökeres du côté du Sporting, bah, ça va être très très cher. Pareil pour Alexander Isak qui est deuxième meilleur buteur de première ligue cette saison, forcément. Ça va être très dur, surtout qu'on parle d'un transfert intra-PL, alors qu'en général, quand tu vas chercher un jeune à Leipzig, bah Leipzig a tellement l'habitude de vendre que finalement, ils peuvent un peu brader certains éléments, et c'est ce qui pourrait être très intéressant là aussi, parce qu'Arsenal, en Ligue des Champions, ils ont pu manquer d'un vrai numéro 9, notamment face à un Paris Saint-Germain qui avait été très efficace offensivement. Il y a aussi eu pas mal de blessures du côté des Gunners, Jesus, Havertz, donc non seulement tu n'avais pas de 9 de métier, mais en plus les seuls qui pouvaient s'approcher du profil d'un numéro 9 se sont malencontreusement blessés, donc Sesko est la priorité d'Arsenal parce que les autres pistes sont beaucoup trop onéreuses et que tu as absolument besoin d'un numéro 9, et Zubimendi sur la continuité de ses très belles performances avec la Roja espagnole lors de la Nations League où il avait notamment marqué en finale, et puis pour venir un peu remplacer Jorginho vieillissant qui est parti du côté de Flamengo, le potentiel départ pardon, de Thomas Partey, et puis pour permettre à Declan Rice de jouer un peu plus haut parce que c'est là que l'international anglais s'est notamment illustré en Ligue des Champions cette saison. On a également Tottenham qui a enregistré l'arrivée de Thomas Frank de Brentford, qui était l'un des coachs les plus en vue en première ligue sur les dernières saisons, le coach danois qui a fait remonter les Bees en première ligue lors de la saison 2021, qui les a fait se maintenir jusqu'à la 10e place cette saison, donc une forme de progression aussi pour les coéquipiers de Brian Mbeumo, et on ne sait jamais, peut-être que Thomas Frank peut apporter dans ses valises, en vue de la Ligue des Champions et au vu du fait qu'il les connaît déjà, des joueurs comme Wissa ou encore Mbeumo qui ont été très performants avec Brentford là aussi. Et on a aussi Manchester United qui a activé l'option Matheus Cunha, qui a signé du côté des Red Devils, le joueur le plus en forme d'un Wolverhampton bien cataclysmique cette saison tout de même, très moyen. Wolverhampton a perdu ses deux meilleurs joueurs, les deux partent du côté de Manchester, l'un à City avec Ait Nouri, l'autre à United avec Matheus Cunha. Déjà que la saison des Wolves était très moyenne, si en plus tu perds tes deux meilleurs éléments, ça devient encore plus compliqué. Donc on a vraiment tout ça, des clubs qui veulent se réhabiliter, qui veulent réhabiliter la saison de Première Ligue l'année prochaine, et ça va être très intéressant à suivre. Bien malin celui qui pourra deviner l'identité du prochain champion d'Angleterre au vu de ce qu'on voit sur cette campagne de mercato estival. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, quel est le club anglais qui réalise le meilleur mercato, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.